Bonjour à tous. Bienvenue sur cette dernière émission officiellement du programme Wogitech en direct de Vivatech dans le magnifique studio live. Donc nous allons partir pendant une petite demi-heure sur un programme sur les start-upeuses qui font la tech. Alors je me présente d'ailleurs, je m'appelle Eric Thienot, je suis créatif technologiste chez BNP Paribas et je représente le collectif Women and Girls in Tech. Donc Women and Girls in Tech, c'est des associations et des entreprises dont l'objectif est de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans les métiers de la tech, du numérique au sens large. Et alors j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Martine, je te laisse te présenter. Oui, donc moi je suis Martine Jossec. En fait, je suis principalement l'autrice d'une newsletter qui s'appelle Feel Good, les bonnes nouvelles de la semaine. Et je m'intéresse énormément au sujet de la tech et de la tech for good. Voilà. Et nous avons Viviana Contreras, je l'ai dit avec l'accent, finalement. Je te laisse te présenter. Oui, alors je suis Viviana Contreras. Effectivement, je suis la cofondatrice et la CEO d'Acantas. C'est une société toulousaine qui propose une solution de monitoring et d'analyse automatisée des déchets professionnels pour optimiser la collecte et la caractérisation des déchets grâce à l'intelligence artificielle et des capteurs optiques. D'accord, super. Donc on en parlera plus en détail. Et juste à côté de toi, il y a Janine Arbe. Donc je te laisse te présenter également. Bonjour tout le monde, je m'appelle Janine Arme, donc CTO de Bing Dream. Bing Dream, c'est une start-up deep tech qui vous permet d'exprimer vos idées à la vitesse de la pensée grâce à l'intelligence artificielle générative. Super, merci. Donc nous allons parler alors avec vous tout à l'heure, mais d'abord, donc Martine nous a trouvé des super start-upeuses dans des start-up de talent. Tout à fait, j'ai trouvé plusieurs pépites dont Viviana et Janine. Donc en fait, on en avait plusieurs critères quand on a fait notre sélection avec Eric. Donc déjà des femmes de la tech, donc de façon assez logique, mais on voulait aussi que ce soit plutôt dans le tech for good, donc avec un impact positif sur l'environnement ou sur la société, et puis aussi donc plutôt assez scientifique. Donc on a plusieurs critères. On a commencé, je crois qu'on commence par une interview donc de Marie Bertuel, tout à fait. Donc qui ne pouvait pas être là aujourd'hui et qui est qui représente la société qui est BFC, qui fait des piles, des alternatives aux piles en matériaux polluants, des piles en papier. Et donc, je pense que c'est le moment de lancer la petite vidéo qu'on a faite de Marie cette semaine. Je ne sais plus quel jour c'était, Eric. Avant-hier, voilà, exactement. La chance de l'avoir avant-hier. Donc, il y en a pour à peu près 3 minutes. Bonjour Marie, on est ravis de t'avoir aujourd'hui avec nous. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous en dire un petit peu plus sur ton parcours ? Oui, alors je suis docteur en chimie, particulièrement en électrochimie et pour les biocapteurs. Et avant cela, j'ai fait 2 masters en chimie, en formulation et en chimie générale. Et donc BFC, alors j'espère que je prononce bien, parce que j'ai toujours un doute, c'est BFC, comment on prononce BFC, BFC. aussi BEFC en français. Alors, finalement, qu'est-ce que vous faites à BFC ? Alors à BFC, je suis directrice produit, donc je m'occupe particulièrement de la stratégie et du développement de nos produits. Et donc l'entreprise BFC, c'est quoi ? Alors BFC crée de l'électricité à partir de papier et d'enzymes, mais pas que, on fait aussi de l'électronique éco-responsable, donc soit sous forme classique FR4, soit sur des substrats papier ou PET qui offrent donc plus de flexibilité, mais aussi un produit à bas impact pour l'environnement. Quels sont les projets pour 2025, à horizon 2025 ? Alors à horizon 2025, nous allons déployer nos produits sur le marché. Actuellement, nous commençons cette année, mais nous espérons augmenter la capacité en 2025, donc à plusieurs dizaines de milliers par mois et ensuite à des millions par jour, éventuellement d'ici la fin de l'année 2025. Et ensuite, nous allons aussi commencer à construire notre première usine grâce aux fonds qu'on a reçus de BPI France. D'accord. Voilà. C'est nos horizons. Alors pour terminer, une petite question, parce qu'on espère que on est sûr que tu vas inspirer plein de jeunes filles. Toi justement, quand tu étais lycéenne, quels sont les conseils que tu aurais aimé recevoir ? Alors plusieurs. Donc j'aurais aimé recevoir que les premières impressions sont souvent les bonnes impressions. Ensuite, que le succès n'arrive jamais avant le travail. Et ensuite,
ensuite qu'il faut avoir confiance en ses instincts. Voilà. Merci beaucoup Marie, à bientôt. À bientôt, merci. Donc voilà, vous avez découvert cette start-up. Moi, je suis complètement fan depuis 3 ans maintenant de cette solution dans laquelle je crois beaucoup. Et tous les ans, c'est toujours un plaisir de revoir donc BFC sur le salon, que ce soit à Vivatech ou au CES à Las Vegas, où ils se rendent également tous les ans. Et sur Change Now aussi. Moi, j'avais rencontré l'équipe sur Change Now. Sur Change Now, exactement. Donc, nous allons maintenant passer à l'autre sélection. Donc, est-ce que tu peux commencer à nous parler de Céline Favy-Huyn, si je me souviens bien? Tout à fait. Donc, en fait, on va faire une petite présentation rapide donc, de start-upeuses qui ne pouvaient pas être là avec nous aujourd'hui et donc qui ont des parcours très différents. C'est ça aussi qui est intéressant dans les femmes de la tech, c'est qu'elles ont souvent des parcours très différents les unes des autres et rarement, je dirais, des parcours en ligne droite. On a plusieurs, donc pas sur la gauche et pas de côté sur la droite. Donc je commence par Céline Favy-Huyn, que j'ai rencontrée moi personnellement dans le cadre de Diversides. Et en fait, elle est la fondatrice et la CEO de Philobject, qui est une start-up qui innove en fait pour l'accessibilité des personnes en déficience visuelle, tout simplement. Donc en fait, elle a un parcours très atypique parce qu'en fait, elle a commencé par le sport. Elle est passée donc par le commercial et par les RH avant de créer cette start-up. Donc, qui concrètement crée des objets pour aider les personnes déficientes visuelles à se repérer, donc avec tout un tas d'électronique, à se repérer dans un lieu. Donc ça, c'est donc notre première start-upeuse. La deuxième, nous avons donc complètement dans un autre domaine, Ella Amar, donc qui est la Chief of Staff de Biomemory, donc qui était sur le stand du CNRS ici. Et en fait, donc, cette entreprise a inventé quelque chose d'assez extraordinaire depuis quelques années déjà. En fait, ce sont le stockage de données, non pas sur des supports électroniques, mais sur de l'ADN synthétique. Et à terme, ça va permettre, d'ici à l'horizon 2030, de nettement économiser l'énergie des data centers notamment. Et surtout, je les ai vus, pour ajouter un petit mot, effectivement, ça permet de stocker énormément d'informations dans des cartes qui ont la taille de cartes de crédit. Et on a la possibilité de lire et d'écrire en direct sur ce support ADN, ce qui n'était pas le cas sur les solutions actuelles. Tout à fait. Donc il y a d'énormes potentiels, notamment en termes d'énergie et en termes de capacité. Et donc Ella, pour elle, en fait, elle a un diplôme à la base de docteur en pharmacie. Donc comme quoi, on peut avec des diplômes très divers et variés accéder à la tech. Les métiers mènent à la tech. Voilà. Et maintenant, elle est ce qu'on appelle Chief of Staff, c'est-à-dire concrètement le bras droit du fondateur. Troisième donc start-upeuse, donc là on passe dans un autre domaine. Donc c'est Julie Bruguière, donc qui est la CEO et cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Ethylowheel et qui veut pas moins être simplement l'éthylotest de demain. Concrètement, c'est un système qui permet de mesurer par le biais donc de la peau, donc ce qu'ils appellent la perspiration, de mesurer le taux d'alcoolémie et tout simplement qui va juste vous indiquer non, faut pas reprendre la voiture là parce que ça peut être très très dangereux. Donc ça, c'était notre troisième start-upeuse. Donc là, on est dans le domaine de la santé. Et Julie, elle est ingénieure en chimie et biologie. Donc complètement dans un autre domaine. Et pour terminer, nous avons Paulina Vasilenko, donc, qui est la fondatrice de Heliorec. Et là, on est dans le domaine de l'énergie et du photovoltaïque, notamment du photovoltaïque flottant. Donc on peut donc disposer sur la mer et sur tous les plans d'eau. Elle, c'est pareil, elle a un parcours très complet et très divers, puisqu'elle est ingénieure, mais dans plusieurs domaines. Elle passait de la physique-chimie, et maintenant, c'est une spécialiste et une grande experte de ce qu'on appelle l'énergie des océans, donc qui est vraiment un domaine qui prend de plus en plus d'essor. Tout à fait. Donc, mais je crois qu'on va privilégier donc, le direct. Oui. J'avais quand même demandé aux start-upeuses que j'ai rencontrées si elles avaient des conseils, et j'étais assez surprise de voir qu'elles avaient toutes à peu près le même conseil, que je peux résumer en une phrase, mais vous voyez donc tous les autres conseils s'afficher. N'aie pas peur. En fait, je pense qu'on peut résumer ça comme ça. N'aie pas peur, vas-y, aie confiance en toi, aie confiance en ton idée. Tout est possible. Et puis surtout, ne pas avoir peur de l'échec. Voilà, l'échec, on rebondit. Donc c'est, exactement. Donc là, on va passer donc, à l'interview en direct parce que je pense que c'est le plus intéressant. C'est le plus intéressant, le plus vivant. Et puis surtout, vous avez l'air de vous embêter là-bas. Donc on va vous faire parler un petit peu. Et le but étant de parler de tech. Donc on a la chance d'avoir deux grandes spécialistes. Parce que nous, on est plus des newbies avec Eric. On fait semblant. Oui, on fait semblant de comprendre, mais c'est pas toujours le cas. Donc, on va vous demander l'une après l'autre de vous présenter, en fait, de donner un petit peu votre parcours, qui, je le sais, est aussi très riche et très diversifié. On commence par toi, Viviana ?
Ok, très bien. Donc du coup, moi, à la base, je suis ingénieure en génie des procédés et chimiques. Je suis originaire de la Colombie. J'ai fait tous mes études en Colombie et ça fait à peu près 12 ans que je suis en France. Donc, la France, c'est mon 12e pays. Hein. Je tiens à dire que j'aime beaucoup la France. Et donc, après mon parcours comme ingénieur en génie des procédés chimiques, je me suis spécialisée beaucoup dans l'environnement. J'étais toujours touchée par pouvoir améliorer des choses, limiter notre impact sur la planète, préserver les ressources, essayer effectivement de ne pas gaspiller autant de nos ressources pour préserver justement notre survivance sur la planète. Et donc, j'ai enchaîné avec un parcours en doctorat. Donc, j'ai fait aussi un doctorat dans l'environnement, dans la valorisation des déchets. Et après ce doctorat, j'ai eu l'opportunité de travailler avec un grand groupe dans la gestion des déchets qui était Veolia, voilà, je peux le dire. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et c'est en travaillant justement dans ces milieux-là que j'étais confrontée à pas mal de choses qui m'ont aidé finalement à créer Acantas. Et dans ces parcours-là, j'ai passé aussi par d'autres petites sociétés, des PME. Et c'est en travaillant justement là-dessus que j'étais frappée en fait par la réalité du monde du déchet. Et notamment, j'étais dans la valorisation. La valorisation, c'est quoi? On prend des déchets, on doit les transformer en quelque chose pour les réintroduire à nouveau dans la chaîne. Donc, j'étais dans les secteurs énergétiques. Mais le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à capter ces déchets-là. On était obligé de faire pousser des matières premières finalement au lieu des matières secondaires, et c'était assez frappant. Et ça, je me disais, c'est pas possible aujourd'hui qu'on n'arrive pas à créer plus de filières, plus d'opportunités pour avoir une circularité dans notre société. Et c'est ça qui m'a donné l'idée, il y a 3 ans et demi, de créer Acantas et d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc je suis partie d'un parcours ultra scientifique. Maintenant, je suis dirigeante de la société. Et c'est vrai qu'au départ, on peut dire, bon, vous êtes scientifique, ça va être dur, en fait, d'entreprendre. Oui, c'est dur, on va pas se mentir, c'est dur. Mais on a les conseils que les start-upers que tu as rencontrés. Effectivement, n'aie pas peur, c'est effectivement ça, pas avoir peur. Et c'est pas autant de l'échec, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment de voir tout comme un apprentissage. Un apprentissage, à chaque étape, on est capable de rebondir et d'en sortir plus fort. Voilà. Merci. Oui, un mot d'ailleurs qui me vient en t'écoutant, c'est la résilience et aussi l'apprentissage et la veille permanente, de toujours se renouveler, d'avoir toujours de faire de la veille pour aussi avoir 1 ou 2 coups d'avance sur ce qui se passe. Merci Viviana. Donc, et Janine, toi je te laisse te présenter également. Super. Ton parcours. Donc mon parcours, alors moi je me suis intéressée à l'informatique très très tôt. J'ai eu la chance de suivre un parcours, enfin des études dans des établissements francophones et français à l'étranger. Donc aussi je suis d'origine libanaise. Ça fait 8 ans que je suis en France et la France c'est mon pays d'adoption. Et ça m'a permis aussi de découvrir tout un tas de cultures différentes. Donc voilà, depuis l'âge de 15 ans, j'étais en cours de techno. On a créé des haut-parleurs en fait. J'ai soudé des composants électroniques et en cours, en classe au collège et j'étais fascinée en fait. C'était génial. Et je me suis dit en fait comment je fais pour continuer. Et à ce moment-là, j'ai commencé à regarder. Je me souviens le site de l'ONISEP par exemple. Commençais à regarder pour m'orienter dans des filières de l'ingénierie, de l'informatique, de l'électronique, jusqu'à en terminale découvrir les réseaux de neurones. C'était le tout début du boom de l'intelligence artificielle. Donc là, je me suis dit voilà, je sais ce que je veux faire. Et du coup, j'ai fait un parcours d'ingénieur en informatique au Liban, à l'université Saint-Joseph. Et ce parcours de 5 ans, donc comme le parcours des grandes écoles en France, m'a permis de venir et faire un master en data et IA à Télécom Paris. Et puis après, j'ai eu la chance de travailler par exemple avec SNCF sur le train autonome. Et par la suite, j'ai intégré Ubisoft où j'ai travaillé sur la détection de fraude grâce à l'IA. Voilà, j'ai essayé à chaque fois de trouver des données différentes, des types de données différentes. Donc d'abord tout ce qui est vidéo, tout ce qui est image, et par la suite tout ce qui est tabulaire, données utilisateurs pour essayer de comprendre le profil des utilisateurs. Dernièrement aussi, j'ai bossé dans une start-up qui fait de l'assurtech, aussi sur les données ouvertes. Et puis il y a 2 ans, j'ai rencontré Jeanne Lepayet, fondatrice de Bing Dream.
Et là, du coup, j'étais très étonnée par sa capacité de réfléchir autour de la créativité, de l'art, en alliant collaboration, itération. Donc, vraiment des choses qui me touchent parce que je suis amatrice d'art. Et je lui ai dit, écoute, moi je connais l'IA, je connais la data, viens on discute. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis 2 ans plus tard, c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe en tant que CTO. Donc aujourd'hui, on construit le produit grâce à l'intelligence artificielle générative. On essaye de donner l'outil à tout le monde, à toutes les équipes, de collaborer de manière visuelle, d'établir un dialogue, un échange visuel autour des gribouillis de dessins et de les augmenter avec l'IA générative. C'est un outil qui nous permet d'échanger de manière visuelle et c'est un dialogue universel finalement. Donc même si on ne se comprend pas, forcément on n'a pas la même langue, on peut se comprendre à travers le dessin. Ok, merci. Je crois d'ailleurs, tu vas nous en dire un petit peu plus sur Be-Ink Dream. Je crois qu'on a pas mal parlé de la start-up dernièrement. Tu vas nous dire un petit peu pourquoi? Dernièrement, Jeanne a été invitée sur le plateau de M6 pour Qui veut être mon associé. Et en fait, c'est comme ça qu'elle a réalisé son seed. Elle a eu la chance d'être accompagnée par Kelly Massol. Je dis elle, mais il faut que je dise nous maintenant. Donc c'est comme ça qu'on a pu étoffer l'équipe et qu'on a pu commencer à créer notre produit. Donc on a commencé le développement en février. Et en 3 mois, on a mis en place un produit qu'on a ouvert aujourd'hui au public pour Vivatech. On commence à embarquer nos premiers clients. Et voilà, l'aventure est géniale. Il faut ça donne envie de tester. Hein. Alors, moi, je l'ai testé. J'avais juste, sur l'outil en lui-même, une question. Alors, la question bête qu'on a dû vous poser 50 fois à peu près. Je m'amuse beaucoup avec les IA génératives. Je suis artiste moi-même, dessin à l'ancienne, on va dire, papier-crayon. Et ma question était, par rapport à un outil comme Midjourney, par exemple, qui n'est que du prompt, vous proposez qu'on dessine et qu'en plus, il y a un prompt à côté. Donc, quelle est la plus-value de votre outil par rapport à quelque chose comme Midjourney ? Alors, je peux le résumer en 3 points parce que c'est une question qui est revenue très souvent dans le salon. Donc, d'abord, exactement, on peut dialoguer avec l'IA générative de différentes manières. On peut dialoguer avec du gribouillis, avec une image qu'on a importée sur notre tableau blanc. On peut revenir dessus, mais aussi on rajoute la dimension textuelle pour donner une intention supplémentaire. Disons qu'on a dessiné un arbre, mais qu'on veut le visualiser en hiver. On n'est pas obligé de dessiner les flocons de neige pour s'en rendre compte. Donc, à ce moment-là, dans notre prompt, on peut rajouter arbre en hiver et à ce moment-là, on peut directement visualiser ce qu'on a en tête. Le deuxième point, c'est le fait que c'est vraiment collaboratif. On s'est intégré à des tableaux blancs qui existent. Donc aujourd'hui, notre première version, elle existe sur Figma. On a un tableau blanc à nous aussi sous format d'une web app. On voudrait s'intégrer à d'autres tableaux blancs collaboratifs pour pouvoir donner cette flexibilité de travailler en équipe, de créer une sorte de mind map visuelle autour de la création assistée par l'IA. Et puis troisième point, par rapport à Midjourney, on ne s'entraîne pas sur les données des utilisateurs sans leur consentement. Bravo. C'est un point important. Les droits d'auteur, j'y tiens particulièrement. C'est ça, en tant que spécialiste de la donnée, on aime bien le fait de donner la possibilité aux utilisateurs de nous dire oui, on a envie de participer à votre effort de R&D, donc on vous consent l'utilisation de nos données. Mais en parallèle, il y a des données qui sont la propriété intellectuelle de l'entreprise. Et en fait, il faut respecter. Oui, tout à fait. Merci. Viviana, toi, sur Acantas, j'ai toujours envie de dire Arkansas, maintenant c'est Acantas. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quels sont par exemple les services phares, produits phares? Voilà, nous en expliquer un petit peu plus parce qu'on n'est pas tous forcément dans le monde industriel, donc voilà. Merci. Bien sûr. Alors, un des premiers aspects, élément très important, c'est qu'on est dans les milieux professionnels. Donc, on distingue la partie déchets ménagers des déchets professionnels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a environ 80% du déchet qui vient du milieu professionnel. 20% vient des ménages. Par là, je ne suis pas en train de dire que sur les déchets ménagers, il n'y a rien à faire. Oui, il y a tout à faire. Il y a énormément d'efforts à faire de la part des consommateurs, de la part des entreprises. Mais sur les milieux professionnels, il y a aussi énormément à faire. Et il faut savoir que dans les milieux de déchets, c'est un milieu qui est en constante évolution. C'est un milieu qui, depuis 30 ans, essaye de se mettre aux normes de la digitalisation, d'amener plus d'automatisation, etc. Mais il y a énormément de choses qui se font à la main. Et ce qui est plus frappant encore, c'est qu'aujourd'hui, on a 60% des matières, parce qu'on dit déchets, parce qu'on pense que ça n'a pas de la valeur, mais c'est des matières qui finissent enfouies ou incinérées.
Pourquoi? Par des problèmes logistiques, par des erreurs de tri à la source, par des manques de connaissances, par des évolutions réglementaires qui ne sont pas appliquées. Et ça a un impact à la fois pour l'environnement, mais aussi en termes des coûts. Au niveau de la France, on parle de plus de 12 milliards d'euros qu'aujourd'hui on perd sur une mauvaise gestion des déchets. Et ça impacte finalement plusieurs secteurs. Et donc, du coup, notre rôle au sein d'Acantas, c'est de fournir des outils qui permettent de mesurer justement ces gisements de déchets à la source et de bout en bout, à différentes étapes de la chaîne, pour amener du contrôle et de l'automatisation sur ces opérations, pour que ces tâches qui sont ultra manuelles et pas valorisantes du tout, elles soient réalisées de manière plus sécurisée, qu'on a également la capacité de comprendre de quoi est composé ces gisements et que ces données-là puissent servir à la création des filières de valorisation pour finalement boucler la boucle. Aujourd'hui, c'est l'élément manquant et la pierre angulaire finalement de tout le changement de notre monde. Et finalement, si on veut vraiment que nos politiques environnementales, que les décisions qui se prennent, que les investissements qui se réalisent dans nos sociétés soient correctement réalisés, on a besoin de données qui permettent de prendre des meilleures décisions. Et c'est ça qu'on est en train d'apporter aujourd'hui aux entreprises. On travaille, on commercialise déjà depuis plusieurs, on va dire 2 ans, nos solutions auprès des sociétés. On travaille avec des opérateurs de gestion des déchets, comme Veolia, Suez, Paprex, c'est parmi nos clients, mais également avec des producteurs qui, aujourd'hui, ont cette volonté de transformer leurs opérations et aller plus loin dans ce qu'ils peuvent mettre en place au sein de ces activités RSE, HSO et valorisation. C'est vrai que ça semble tellement frappé de bon sens, on se dit, mais pourquoi ce n'était pas fait avant ? Ça arrive souvent, ça, en fait. Ça arrive souvent, et c'est effectivement, alors, pour avoir étudié le sujet des déchets numériques, alors vous voyez plus large que ça, mais rien que sur le sujet des déchets numériques, on se rend bien compte qu'en les traitant de manière efficace, on serait capable de récupérer des métaux rares, etc., qui permettraient potentiellement de gagner de l'argent, puis surtout d'en extraire moins. D'en extraire moins, sachant que pour extraire, je sais plus, 1 kilo d'or, il faut 8 tonnes de pierres cassées avec je ne sais plus combien de tonnes d'eau. Donc on a vraiment des choses à faire, et je pense que bravo. En tout cas, et toutes les deux, donc en fait, c'était quoi l'objectif de votre présence à Vivatech? Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier, ou c'était vraiment pour aller à la rencontre de vos potentiels publics, partenaires et autres? Quel était l'objectif? Et puis surtout, comme vous êtes toutes les deux des fans de la tech, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné sur le salon chacune? Commencez celle qui a... Viviana, je vois qu'elle est déjà partante, elle est au taquet là. Alors, à la base, c'est vrai que nous, on cible plutôt les salons qui ont une volonté de proposition des solutions environnement. Donc, Vivatech, c'est un salon qui est général, avec plein de solutions dans tous les sens. On a vu typiquement que l'intelligence artificielle était au cœur cette année de tout. Il y a par-ci, par-là, bon, voilà. Voilà, donc c'était un petit peu partout. Donc du coup, effectivement, nous, on a été accueillis au sein de l'Impact Bridge avec l'EDF. Donc, ils nous ont invités, effectivement, à participer. Donc, du coup, on s'est dit que c'était quand même une opportunité intéressante de participer à un événement comme Vivatech. Bon, il y avait les sujets de l'IA. Nous, de manière transverse, on est aussi dans l'IA. Et ça nous permettait de rencontrer des acteurs transverses dans d'autres domaines, d'élargir aussi notre spectre de ce qui se fait aujourd'hui sur différents domaines et de rencontrer des acteurs intéressants, de faire des échanges intéressants comme ce qu'on a pu avoir il y a quelques jours. Et donc, du coup, ça nous a permis de faire de belles rencontres. Donc, mine de rien, je tiens à dire que ce salon nous a permis déjà d'identifier quelques pistes de nouveaux clients. Donc, c'est quand même très positif. Si j'ai quelque chose à dire sur les salons, c'est vrai que ce qui m'a manqué, ce qui me manque dans ces salons, c'est vraiment des solutions qui aillent au-delà, donc de l'impact finalement. Très bien, on utilise aujourd'hui l'IA pour plein de choses, mais est-ce qu'on a vraiment en train de réfléchir quel va être l'impact à long terme de ces solutions numériques? On ne peut pas dire que nous, on ne génère pas un impact. Nous, en tant qu'Acantas, on génère aussi un impact dans les numériques, on génère aussi une empreinte carbone. Donc, comment on fait pour limiter cet impact après? On utilise de partout aujourd'hui les digitales, l'IA, mais comment on fait? Et ça m'a frappé parce qu'il me semble qu'il manque un peu ça, un petit peu plus de conscience sur cet élément-là, mais ça me paraît quand même une opportunité, un salon assez important pour faire de belles rencontres.
Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment plu, je ne sais pas si tu as le temps d'ailleurs d'aller te balader un petit peu dans les allées ou pas du tout, tu es resté sur le stand. C'est sportif. Hein, est-ce que tu as vraiment vu quelque chose, tu t'es dit, ah là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, quelque chose avec un impact positif, enfin quelque chose qui t'a tapé dans l'œil en fait? Alors oui, j'ai eu l'occasion de voir des sociétés en fait qui proposent des solutions plutôt pour la mobilité des êtres humains. Donc voilà, un peu des bras ou des prothèses un petit peu plus autonomes. Donc ça m'a paru utiliser la technologie pour une bonne cause. Tout ce qui est dans les médicales, bien évidemment, je suis toujours à fond aussi là-dessus, voir comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour résoudre des problèmes, des maladies, améliorer la qualité de vie. Donc ce genre de société, dans l'Impact Bridge d'ailleurs, il y a une société qui propose ce genre de solutions. Ça m'a paru assez extraordinaire. Et pareil, dans les Hall 1, il y avait une société aussi avec ces genres des bras bioniques, on va dire un petit peu. Donc ça m'a paru aussi intéressant. Voilà. Oui, donc tout ce qui était plutôt lié à la santé et l'accessibilité. C'est ça. Merci. Et toi, Janine, du coup, la raison de la présence à Vivatech, et puis surtout, qu'est-ce qui t'a vraiment plu ou interpellé? Yes, donc on a eu la chance d'être invité par la région Île-de-France qui nous a soutenus vraiment depuis le démarrage du projet jusqu'à sa matérialisation aujourd'hui autour de Bing Dream. Donc voilà, ça nous a permis de tester l'outil avec un public très large, très varié. Donc de l'enfant qui a envie d'imaginer des aliens et des dragons à l'architecte qui a envie de retravailler sa façade, en passant par un créateur de marque de luxe qui veut créer son prochain sac. Les applications sont tellement larges et ça nous a permis de tester la première itération de notre produit auprès de tout ce public-là. Aussi, on a eu la chance d'avoir un énorme écran tactile sur le stand de Bouygues qui nous accompagne également. Donc voilà, ça nous permet de tester avec des formats différents, des formats d'interaction, que ce soit par téléphone, tablette, écran tactile, de voir comment les gens interagissent avec notre produit, qu'est-ce qui les intéresse et quelles sont les fonctionnalités à développer pour la suite. Par ailleurs, j'aimerais peut-être parler d'une start-up qui me touche énormément, c'est la start-up Glaster qui propose une solution pour améliorer l'accès à la lecture pour des personnes ayant de la dyslexie grâce à l'IA. Donc ils étaient avec nous aussi dans le réseau Pépite lorsqu'on a démarré, donc on les connaît très très bien et franchement j'apprécie énormément ce qu'ils proposent parce que c'est comme tu disais tout à l'heure, parmi les startups à impact, je pense que c'est une startup qui fait de la différence. Je note que toutes les deux, vous êtes aussi, et c'est vrai que moi y compris, mais je sais qu'Eric également, très sensible à l'impact aussi au niveau sociétaux, et notamment les questions, donc on l'a évoqué, handicap et santé, accessibilité. Il y avait aussi pas mal de choses à voir sur le stand de Diversides, une association qu'on connaît très très bien, à ce sujet. Eric, est-ce que tu aurais une question ou j'avais une question. Nous inviter. Oui, tout à fait. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, parce qu'en fait, on représente donc Women and Girls in Tech, et le constat de base, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, juste avant. Donc, il y a aujourd'hui très peu de femmes dans les métiers du numérique. Il y a en gros donc 15% dans les métiers de la tech et autour de 35% dans les métiers du numérique au sens large. Et ce problème se retrouve dès les études et dès le plus jeune âge, en fait, dès le collège, lycée. Donc, je vous ai entendu toutes les deux dire que vous aviez fait vos études à l'étranger. Donc j'aurais aimé avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que c'est différent en Colombie ou au Liban? Est-ce qu'il y a une parité respectée ou presque? Ou est-ce que vous avez la même problématique? Et si donc vous êtes à parité, qu'est-ce qui, à votre avis, fait la différence? Alors de mon côté, non, c'est pareil. Moi, je me rappelle même, on va dire que dans les milieux de l'environnement, les génies procédés, il peut y avoir un petit peu plus de femmes qui sont présentes. Mais c'est pas non plus, on va pas dire que c'est 50-50. Moi, j'étais à l'université vraiment entourée de beaucoup d'hommes dans les milieux de l'ingénierie. Voilà, je pense que c'est aussi... moi, je suis plutôt partant du principe qu'on a des goûts variés depuis qu'on est au lycée et que finalement, un truc qui est vraiment ancré dans la tête dès le lycée, c'est de se dire qu'il faut choisir et pas se tromper. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là.
En fait, aujourd'hui, il faut surpasser la peur de dire, OK, je me suis trompée de carrière, je peux rebondir et partir sur un autre domaine. Donc, même si au départ, on dit, il y a plein de femmes qui partent faire, je sais pas, la finance, du design, et pas en ingénierie et pas dans les parcours scientifiques, ça n'empêche pas qu'ils puissent y revenir et être dans la tech et créer des sociétés. C'est le parcours, c'est finalement l'apprentissage. Donc, c'est finalement arrêter ces manières de penser, de se dire, on va se tromper de carrière et c'est fini. Non, au contraire, en fait, on est dans une découverte, on est dans un schéma où on apprend. C'est pour ça que j'ai dit, pour moi, il n'y en a pas d'échec finalement dans la vie, c'est la manière d'apprendre, c'est la manière de grandir et ça permet finalement de découvrir énormément de choses et après se dire, j'étais dans la science, mais après je vais aller dans une ferme parce que j'ai envie d'être en contact avec la nature. Donc c'est très bien. Voilà. C'était la permaculture ou autre chose. Exactement, mais c'est pareil aussi en Colombie. Super, merci. Et Janine ? Je pense que je fais partie de l'exception où j'ai eu un parcours où il y a eu peut-être 50-50 dans la tech. Mon parcours en école d'ingé, on était vraiment quasiment la parité, elle était là. Et je ne sais pas encore comment l'expliquer. Je pense qu'au Liban, on accorde beaucoup d'importance aux études scientifiques. On accorde aussi beaucoup d'importance on ne lâche pas les maths trop tôt. On se dit, en fait, on continue les maths. Ça existe partout, en fait. Ça existe quand on fait nos comptes. Ça existe pour des métiers de l'ingénierie, mais aussi dans la médecine, et même en tant qu'indépendant, peu importe si on est dans l'artisanat, il faut savoir aussi gérer ses comptes. Donc tout le monde continue de faire des maths. Après, ça peut faire peur. Je pense que les maths, en France, on a un peu cette peur des maths. Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Mais voilà, on peut faire des maths. Surtout en tant que femme, on peut faire des maths. Alors, il n'y a aucun doute sur le fait que tout le monde peut faire des maths. On est d'accord. Par contre, je rejoins le constat de se dire qu'en France, on a tendance peut-être à sacraliser les maths et à se dire c'est une matière sacrée, on n'a pas le droit de se tromper et forcément, ça peut faire peur. Mais de mon point de vue, ça ferait autant peur aux garçons qu'aux filles. C'est ça. Donc, je pense qu'on manque un peu de l'aspect pratique des maths. Pourquoi on s'en sert ? On est un peu trop dans la théorie peut-être et démontrer l'aspect pratique, comment ça peut nous servir dans le quotidien, ça peut mettre en lumière. C'est un peu comme la physique appliquée finalement. Moi je pense que en tant qu'ingénieur j'étais beaucoup plus sensible à la physique qu'à la théorie mathématique, peut-être parce que je voyais l'application dans l'électricité, dans l'informatique aussi. Donc clairement si on rapproche peut-être dans l'apprentissage, on rapproche les maths avec le quotidien, peut-être que ça donnerait envie encore plus. Peut-être, si la ministre nous écoute. Oui, puis une approche peut-être plus ludique aussi, parce qu'on pense qu'on va s'ennuyer parce qu'on fait des maths, que ça va être très austère, j'entends, et finalement que ça peut être aussi très, très joyeux et très, très ludique les mathématiques. Et il faut avoir les bons professeurs, j'ai envie de dire. Après, je tiens à préciser qu'on peut faire de l'informatique sans être super ouf en maths. Alors, ça c'est alors pareil, on a regardé un petit peu les idées reçues qu'on pouvait avoir. Et effectivement, quand on demande aux jeunes filles qu'est-ce que c'est que l'informatique, pour elles, c'est du code. Et pour faire du code, il faut être bac+5 et aimer les maths. Effectivement, faire du code, c'est rien de plus qu'un langage. Donc, il faudrait plus être bon en langue qu'en mathématiques pour être bon codeur. Donc, déjà, il y a une idée reçue qui est complètement fausse et qui permettrait, si les gens étaient au courant, de se lancer dans ces métiers, en fait. Donc, l'informatique n'est pas égale à mathématiques. Et je pense aussi que, en fait, ce que tu dis, Janine, aujourd'hui, il manque les côtés pratiques. On est plutôt dans l'apprentissage par cœur des choses. Donc, du coup, en maths, les équations mathématiques. Donc, il y a beaucoup de questionnements sur à quoi ça va me servir. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'apprentissage et l'éducation nationale, mais qu'on reçoit aussi bien au lycée, mais aussi bien à l'université, il manque encore ces côtés pratiques de, à quoi ça me sert cette équation mathématique? Est-ce que vraiment, si je veux créer même une entreprise, je veux utiliser une équation mathématique? Peut-être pas, mais peut-être il y a tout un tas de qualités et des intelligences différentes qui sont nécessaires de développer et qui viennent lier avec un milieu scientifique aussi, savoir communiquer, savoir vulgariser, savoir finalement faire de la recherche, optimiser la manière comment on fait les choses. Donc je pense qu'il y a ce côté pratique aussi qui manque beaucoup, plutôt que d'apprendre par cœur chaque chose qu'on apprend à l'école. Ouais. Et d'ailleurs, pour rebondir, comme exemple, en fait, finalement, je me rappelle, moi, quand j'étais au lycée, le seul moment où on avait fait des choses très concrètes,
concrète avec les mathématiques, c'est quand on avait fait les stats, les statistiques, parce que je me rappelle, on s'amusait à calculer les probabilités de gagner au loto et ce genre de choses. Là, ça devenait vraiment très concret et il y avait un intérêt grandissant des élèves par rapport à ça, donc parce que il y avait une application directe en fait. Oui. Donc, alors je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je n'ai absolument aucune idée. On est 5 minutes, on va dire. On s'est installé, on continue. Juste pour terminer, justement, je crois qu'on l'a déjà évoqué, mais si vous voulez bien chacune choisir de nous parler soit d'un échec ou soit d'une réussite. Ça, c'est les questions que j'aime bien, moi, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose, un échec qui vous a permis de rebondir ou une réussite récente ou plus ancienne dont vous voudriez nous parler par rapport à votre parcours professionnel ? Alors, bon, je pense que je vais partager une expérience effectivement dans mon parcours de dirigeante chez Acantas. Donc, quand on a commencé, mais je pense qu'à nouveau, pour moi, je ne le vois pas comme un échec, c'est à nouveau un apprentissage. Donc, c'était un premier recrutement qu'on a fait. On dit souvent qu'effectivement, les meilleurs vendeurs de ton produit et ton service, c'est les dirigeants. Et ça, c'est absolument vrai, hein, il n'y a pas de question. Mais on a aussi en face ce langage par des personnes. Ah, mais t'es ingénieur, ah, t'es docteur, ça va être difficile d'aller vendre. Hein. Ouh, ça va être compliqué, tu vas pas pouvoir lever des fonds, il vous manque un profil commercial. Et donc, on s'est dit, très tôt, dans la création de la société, on va recruter un commercial. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y en avait encore beaucoup de choses à comprendre. Les marchés, comment approcher les clients, comment répondre aux objections. On est dans un projet d'innovation, un produit vraiment innovant. Donc, il y a plein de choses à développer autour. Donc, on a embauché cette commerciale. Et en fait, ça ne s'est pas bien passé. Et donc, à ce moment-là, et en étant dirigeant d'entreprise, il fallait s'en séparer. Donc c'était dur en fait d'accepter déjà qu'on s'était trompé. C'était dur de dire il faut s'en séparer. Comment on va faire avec cette personne pour lui dire que ça marche pas, que c'est pas le bon moment, qu'il faut dire au revoir. Et donc, en effet, ça m'a permis de voir que oui, bon, ok, j'étais capable effectivement de faire face à ces barrières entre guillemets que j'avais devant moi et définir dans des très bons termes avec la personne qui a tout à fait compris. Elle les ressentait aussi, elle n'était pas bien non plus à nous accompagner dans la partie commerciale parce qu'il y avait tellement de choses à faire. Donc, on a pu s'en séparer, on est resté dans des très bons termes. Mais voilà, ça m'a permis effectivement de faire face à cet événement et à me dire effectivement que chaque étape dans la société doit arriver à un bon moment et de plus réfléchir entre guillemets à prendre des décisions et sur le développement de la société. Parce que c'est vrai que humainement c'est compliqué, mais comme tu le dis, en fait, c'est de rebondir, d'être en mode agile en permanence. En fait, je pense que l'agilité, c'est vrai qu'à une époque, c'était un mot qui était un peu galvaudé, mais je pense que ça reste toujours une réalité. Janine, toi, tu as un exemple d'un échec ou d'une réussite aussi, je peux partager. Oui, je peux parler d'une expérience que j'ai eue, une expérience professionnelle qui m'a permis de savoir que des fois, peut-être qu'on fait un choix qui n'est pas en accord avec ce qu'on cherche et on ne le sait pas très tôt en avance en fait. On pense avoir bien choisi, avoir tous les critères, cocher toute la checklist, mais derrière la réalité, elle ne matche pas ce qu'on attendait. Donc c'est une expérience professionnelle où j'avais choisi un poste qui, je pensais, me correspondre. Un poste technique où j'avais envie de faire évoluer l'entreprise, de voir comment apporter ma contribution et ma brique à l'édifice. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de plusieurs mois d'essayer d'essayer de contribuer, d'essayer de communiquer aussi sur les choses qui me passionnaient. Et que, en fait, derrière, on me disait oui, mais il n'y avait rien qui se passait. Que j'avais pas trop ma place, en fait, d'une certaine manière. Et on ne le réalise pas au début, on se demande pourquoi. Est-ce que j'ai mal fait quelque chose ? Est-ce que je ne suis pas à la hauteur ? Je ne suis pas capable. Et pour en avoir discuté avec beaucoup de mes collègues et amis qui se sont retrouvés des fois dans des situations similaires, souvent on le prend pour nous, on le prend comme étant quelque chose qui relève, comme une sorte de performance qui n'est pas à la hauteur. Mais des fois, c'est juste que l'environnement n'est pas adapté. Et parfois, il faut se dire, faut s'en rendre compte, il faut l'accepter et il faut se dire, peut-être que si je m'en vais, il y aura un environnement qui est plus adapté pour moi. Donc c'est aussi un conseil que j'aimerais donner à toutes les femmes qui évoluent dans des équipes où elles ne se sentent pas à l'aise. J'en ai rencontré beaucoup
Du coup, elles restent en attendant que le salaire augmente, en attendant qu'on remarque leur contribution, en attendant que les choses se fassent. Même si on demande, des fois ça ne se fait pas. Du coup, il ne faut vraiment pas hésiter à aller chercher s'il y a une opportunité qui puisse correspondre mieux à ses attentes. Aujourd'hui, je suis CTO de Bing Dream parce que j'ai eu une opportunité qui a répondu à mes attentes. Et puis, j'ai la chance d'être accompagnée par une équipe qui me valorise et qui aussi a envie d'atteindre les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. Pareil avec la CEO, Jeanne Lepayet, on a la chance d'être une équipe formidable et elle dit souvent je suis amoureuse de l'équipe et je la rejoins en tout point. Donc franchement, des fois peut-être un rendez-vous manqué, un choix de carrière qui ne correspond pas forcément permet de rebondir et de faire quelque chose qui nous passionne. Et il ne faut pas hésiter de chercher. Il y a souvent des questions de timing aussi, c'est pas le bon moment, on est trop en avance. Moi, ça m'est arrivé souvent d'être un peu trop en avance, toi aussi, je crois, Eric. Ça m'est arrivé souvent aussi, et effectivement, je vous rejoins sur le fait que, ce que vous disiez tout à l'heure, de toute façon, on ne se trompe pas vraiment, on apprend, et la carrière est longue, et on a le temps de changer 50 fois de métier, et l'objectif, c'est de se faire plaisir. Après tout, on y passe tellement de temps que si on ne se fait pas plaisir, ça n'a aucun intérêt, donc je vous rejoins dans ce que vous dites, et je trouve ça très, 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 très beau, en fait. Est-ce qu'on a encore du temps pour des questions? Parce que moi, j'aurais plein de questions encore à poser. On n'a plus tant de temps que ça. On n'a plus tant de temps que ça. Allez, une petite dernière. Donc, voilà, une petite dernière. Une petite dernière pour la route. Ben justement, tiens, on va reparler de tech, parce que moi, ce sont vraiment des sujets qui nous passionnent. Est-ce qu'il y a quelque chose, vraiment un sujet tech qui vraiment vous passionne l'une et l'autre, et sur lequel vous aimeriez nous dire quelques mots, ou quelque chose, une innovation? Par exemple, on a parlé du quantique rapidement tout à l'heure quand on attendait de commencer. Est-ce que ce sont des sujets qui vous interpellent et sur lesquels vous avez envie de creuser ou pas? Peut-être, Viviana, toi, peut-être sur l'environnement, d'autres technologies, innovations que tu... Oui. Alors effectivement, aujourd'hui, on est vraiment sur un domaine qui touche aux déchets. Donc on utilise la reconnaissance de computer vision pour venir reconnaître et identifier les différentes typologies des déchets. Donc les applications sont énormes. Il y a vraiment plein de cas d'usage, plein de choses à faire. Mais c'est vrai que si je continue dans les mêmes domaines de l'environnement, un autre élément très important, et que je trouve que ça doit être pris en compte très au sérieux, c'est l'eau. Donc l'eau, on sait que c'est aussi une ressource, c'est pas une ressource illimitée, elle est limitée. Et aujourd'hui, il faut se dire qu'il y a énormément déjà de gaspillage d'eau, mais également une société dans laquelle on consomme l'eau, on génère des déchets de l'eau, voilà, de l'eau usée, qui peut être traitée, qui peut être vraiment transformée à nouveau en l'eau propre et qui pourrait être reconsommée. Mais aujourd'hui, vis-à-vis de la manière comment on perçoit cette eau usée, après qui a été traitée, après qui a été utilisée, aujourd'hui, on ne l'utilise pas. Et du coup, on se demande aujourd'hui comment on va faire pour finalement permettre à des nouvelles générations, à notre société, de surmonter tous les besoins en eau qu'on va avoir. Avec les changements climatiques, aujourd'hui, on est aussi confronté à plein de pénuries de l'eau, il va y avoir de plus en plus de sécheresses, etc. Et donc, je pense que la technologie aujourd'hui, aussi, l'intelligence artificielle, il a un rôle à jouer pour pouvoir anticiper et prévoir effectivement ce qu'on peut faire pour justement utiliser ces eaux usées, les introduire dans nos circuits. Et mine de rien, par exemple, aujourd'hui, c'est vraiment dramatique, c'est-à-dire que quand on va aux toilettes, on tire la chasse d'eau, c'est de l'eau propre. Alors, c'est vraiment aberrant. Qui dit qu'il faut tirer la chasse d'eau avec de l'eau propre? Donc, du coup, on pourrait justement utiliser cette eau recyclée dans différents contextes et qui permettrait aujourd'hui d'éviter un petit peu ce gaspillage. Voilà. Pour rebondir juste sur cette thématique qui me parle, j'ai rencontré des startups japonaises, alors c'était au CES à Las Vegas, qui justement traitaient ce type de problématique et qui étaient capables, dans certaines régions reculées du Japon, sur certaines îles, où ils n'ont pas forcément accès à l'eau courante, de recycler toute une partie de leur eau, justement des toilettes, de la douche, etc., pour le remettre dans le circuit de leur maison et vivre de manière autonome, en fait, avec extrêmement peu d'apport d'eau propre, entre guillemets. Et leur solution est vraiment très pertinente, et ils avaient notamment sur le stand, pour démontrer ça, un robinet pour se laver les mains, avec dedans il y avait une dizaine de litres d'eau seulement, un réservoir de 10 litres, et qui permettait de se laver les mains, c'était 500 fois ou 1000 fois, je crois, de mémoire, parce que l'eau
qu'on avait utilisé était recyclé intégralement et réenvoyé dans la réserve en fait. Et j'avais trouvé cette solution géniale. Donc comme quoi il y a des startups tech qui peuvent adresser ces problématiques qui sont effectivement... Et moi, ça me fait surtout penser à la fameuse théorie du donut, enfin, avec justement toutes les limites de la Terre. Et c'est vrai qu'il faut s'en rappeler et pas les oublier. Janine, toi, tu aurais quelque chose, donc un sujet tech, j'imagine que ça doit tourner en tant que CTO plutôt autour du numérique et de l'IA. Complètement. Aujourd'hui, en IA, l'impact écologique est très mentionné. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à l'IA frugale. Donc c'est une IA qui peut s'entraîner avec un minimum de ressources, peut-être aussi améliorer, optimiser la façon de s'entraîner pour faire en sorte que oui, on crée des modèles, oui, on améliore l'accès à une intelligence artificielle qui nous permet d'accélérer nos process, mais en même temps aussi on est conscient de l'impact écologique et puis on essaye de réduire au maximum notre impact sur l'environnement. Donc il y a ça, et puis d'un point de vue data, l'éthique dans la réutilisation des données, mais aussi la qualité des données qu'on produit, les biais qu'on peut retrouver dans les données. C'est des sujets très très vastes qui reprennent énormément qui transmettent le fait que dans nos sociétés aujourd'hui on a des biais partout, et du coup dans la représentation, que ce soit visuelle ou bien textuelle, vu toute la quantité d'informations qu'on a amassées au fil des ans, il y a des biais qui existent, et comment on les corrige. Pareil, comment on rend les résultats de l'IA éthiques, comment on réutilise des données mais sans enfreindre la propriété intellectuelle. Tous ces sujets-là m'intéressent énormément, et je me rends compte qu'en Europe, on accorde beaucoup d'importance à ça. Et du coup, c'est cool d'évoluer dans un environnement qui est respectueux de l'être humain et de ses données. C'est vrai que ce sont des sujets passionnants, on pourrait en parler pendant des heures, mais je crois qu'on on a un timing un peu coûté. On a un timing serré, désolé. Ouais. Je vais terminer par une annonce, parce qu'en fait, avec plusieurs personnes, dont Yann qui est juste là-bas, nous organisons en fin d'année un événement donc autour de l'IA, justement, une série d'événements qu'on a intitulé IA, révolution dans, et là, le premier, ce sera révolution dans l'art. Donc je sais que Janine, ça va beaucoup te parler, d'ailleurs, il faut qu'on en reparle d'ailleurs. Et à cette occasion, donc on lance un concours artistique spécial pour Wogitech, et donc en fait on vous invite à aller chercher, parce que pour l'instant on a juste une page LinkedIn qu'on a lancée aujourd'hui, d'aller donc chercher la page LinkedIn qui s'appelle IA Révolution, et sur laquelle vous avez un formulaire à la fois donc pour vous préinscrire pour le concours artistique, mais aussi pour recevoir nos futures informations, et on vous donne donc rendez-vous fin novembre pour cet événement. Voilà, donc, super. Merci Martine pour cette information. Et donc et Eric sera là, bien sûr, bien évidemment. Forcément là, forcément. Donc merci beaucoup. J'étais ravi de vous rencontrer, de ces échanges. C'était passionnant. Passionnant. On aurait aimé continuer effectivement, malheureusement. Comme Finger, on aurait aimé que ça soit un petit peu plus long. Soit un peu plus long, mais non. Donc je vous remercie énormément. Bonne continuation. On aura l'occasion de se revoir de toute façon, puisqu'on va suivre ce que vous faites de très très près. Et à bientôt. Merci à tous et au revoir. Merci beaucoup Viviana. Merci Janine. On s'applaudit, on vous applaudit.